ça. Voilà. Parfait, merci. Bien, bienvenue à tout le monde. On est 18 pour l'instant participants, c'est très bien. Essentiellement des gens de LBN, mais quelques gens qui sont dans la périphérie. Donc Jean-Philippe des Amis de la Vie, par exemple, nous s'est présenté. Euh, donc moi, je suis Benoît Sertag, je suis le président de LVN et heureux d'accueillir aujourd'hui cette conférence sur l'abstention que Pierre Guillaume avait effectivement présentée préalablement en lien avec le pacte civique, si je ne me trompe pas, et qu'il a gentiment accepté de reproduire ici pour les gens de LVN. Donc merci à Pierre de venir ainsi, de présenter tout simplement. Euh, en termes de fonctionnement sur cette conférence, je vous conseille, c'est de couper votre micro par principe. En fait, la conférence se fera en deux temps, hein. Pierre fera une intervention avec des planches à l'appui, hein, de partage de plans, si je ne me trompe pas. J'ai pas idée, j'ai plus idée de la durée. Si tu penses que c'est Une heure. Une heure de présentation, d'accord. Oui. Et puis, on passera après un temps de questions-réponses. Ce que je propose, c'est que pour la suite, enfin, vous coupez votre micro, vous laissez effectivement, vous gardez vos questions pour vous, ou si vous voulez les garder en mémoire quelque part, rien n'empêche de les écrire dans la discussion, pourquoi pas. Mais en fin de séquence, vous demanderez votre tour de parole et c'est Chantal qui animera cette partie en termes de prise en main. Et pour le principe de base pour poser des questions tout à l'heure, ce sera sur réaction, vous levez la main et puis Chantal prendra dans l'ordre des demandes, par exemple 3 questions par 3 questions, enfin on verra en fonction du nombre de questions, et Pierre apportera les réponses, ce qui permettra d'avoir quelque chose de plus organisé. Voilà, si ça vous convient. Donc n'hésitez pas pour l'instant à couper votre micro. Pierre, je te laisse te présenter et puis démarrer ton intervention. Oui, merci. Donc, je m'appelle Pierre Guillaume, je suis depuis 2015 coordinateur du Pacte civique, enfin co-coordinateur, on est 2 coordinateurs donc, pour animer ce collectif. Et je fais partie de Vie Nouvelle depuis des siècles, je sais plus, 1973 ou quelque chose comme ça. Voilà, donc merci au Territoire Grand Est, merci au bureau donc, pour l'organisation de cette soirée et merci aux participants. Je vais donc partager l'écran. Est-ce que vous voyez? Ouais. Oui, on voit. D'accord. Alors, l'abstention électorale, c'est un sujet grave. L'abstention menace notre démocratie. C'est aussi un sujet passionnant et exigeant, car il invite à prendre conscience des mutations qui transforment notre société. L'exposé sera en 3 parties. La première consiste à caractériser l'abstention, la deuxième à essayer d'en rechercher les causes, et la troisième, essayer de trouver des remèdes pour lutter contre l'abstention. Alors, caractériser l'abstention. Donc, nous le ferons suivant le type d'élection, suivant l'âge des électeurs, suivant leur niveau de diplôme, suivant aussi la géographie et enfin suivant la situation de famille, de manière à mieux comprendre de quoi il s'agit. Alors, avant l'abstention, je voudrais faire un petit point sur la non-inscription, qui est quand même un phénomène connexe à l'abstention. La non-inscription est évaluée à environ 3 millions de personnes, à distinguer de la mal-inscription sur laquelle nous reviendrons. Donc, non-inscription, c'est les gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. C'est amélioré parce que maintenant, depuis 2001, l'inscription des jeunes est automatique à leur majorité, de même lors des naturalisations.
De plus, des lois de 2016, appliquées en 2019, facilitent l'inscription. Il y a un registre national unique géré par l'INSEE et le délai pour s'inscrire n'est plus la fin de l'année précédente l'élection, mais il court jusqu'à 6 semaines avant la date de l'élection. Autrement dit, comme la campagne commence à battre son plein, l'électeur peut encore s'inscrire. Donc, une étude de l'INSEE de février 2020 indique presque 48 millions de personnes inscrites sur les listes électorales françaises hors Nouvelle-Calédonie. Donc, 94% des Français en âge de voter sont inscrits sur une liste, chiffre qui est en progression. Il reste quand même 6% qui ne sont pas inscrits. Alors, suivant le type d'élection. On va passer donc du plus gros au plus petit. On part sur les européennes. Comme vous le voyez, l'abstention européenne est très forte. Elle dépasse régulièrement les 50%. On remarque un léger changement de tendance à partir de 2009 avec 2 baisses de suite. Est-ce que ça veut dire que la conscience des enjeux européens s'améliore chez nos concitoyens? Espérons-le. Face au présidentiel, donc là, vous voyez, abstention beaucoup moins forte, 12 à 31%. Une tendance nette à l'augmentation, bon, avec des pics qui sont un peu particuliers. Il y en a un en 69 où toute la gauche avait prôné l'abstention, et puis en 2002, c'était l'époque Chirac-Jospin où tout n'était pas très clair. Législative, 15 à 57%. Donc l'augmentation est très nette depuis des années, et vous remarquez un saut particulièrement important en 2017, déjà au premier tour et encore plus au deuxième tour, l'abstention dépassant 50%. En ce qui concerne les régionales, on est toujours sur des taux d'abstention plus forts, tendance à l'accroissement également, et 2021, encore un saut inquiétant. Alors, bon, les élections de 2021 sont proches, vous vous en souvenez. Donc, est-ce que cette abstention est conjoncturelle? Effectivement, la date n'était pas très bien choisie. On était à la fin du confinement, au début de l'été. Les médias ont joué un rôle tout à fait néfaste en présentant ces élections. Donc, mais ce n'est pas tout à fait certain que ce soit que conjoncturel. Nous y reviendrons. Les départementales, accroissement également, bien que les dispositifs aient pas mal changé. Le même saut en 2021, produit par les mêmes raisons. Surtout que le traitement par les médias des départementales a été encore pire que celui qui a été attribué au régional. Les municipales, enfin, que vous voyez à droite, donc des taux d'abstention normalement plus bas, 21 à, alors là on arrive à 58% en 2020, mais pour le coup, là je crois qu'il faut considérer que c'est conjoncturel. Plus si vous vous souvenez, un premier tour qui était juste avant le confinement, dans des conditions sanitaires plutôt rock'n'roll, et puis un deuxième tour qui a été à peine préparé, fin juin. Donc là, je pense qu'il ne faut pas considérer ces taux-là de 2020 comme significatifs. Maintenant, on regarde suivant l'âge. Et là, on se réfère au groupe d'élections de 2017 et les précédents, c'est-à-dire au couple présidentiel plus législative qui comporte en général 4 tours d'élection. Et là-dessus, il y a 3 définitions. Le vote systématique concerne les gens qui ont voté 4 fois sur la séquence de 4 élections. L'abstention systématique, ceux qui ont voté 0 fois sur les 4 tours d'élection. Et le vote intermittent, c'est ceux qui ont voté entre 1 et 3 fois. Voilà. Donc là, on a les 4 présidentielles 2002, 2007, 2012, 2017.
La 2017 est représentée par une courbe verte et on remarque quand même des choses tout à fait particulières. L'abstention systématique est peu modifiée. Vous voyez qu'elle concerne beaucoup les jeunes et elle concerne les très vieux. Elle s'est peu modifiée depuis 2000. Ensuite, on passe au vote systématique. Le vote systématique, vous remarquez que la courbe verte est très, très en dessous des trois autres courbes. Donc, rupture en 2017. Bon, la courbe, c'est que, en gros, le vote systématique augmente avec l'âge, sauf pour les très vieux. Ensuite, le vote intermittent. Le vote intermittent, comme vous le voyez, marque une rupture pour 2017. Il éclate en 2000. On a un vote intermittent qui devient extrêmement important, qui concerne parmi les jeunes 60% de l'électorat. Et vous voyez que le vote intermittent baisse légèrement avec l'âge. Ensuite, autre critère, le niveau de diplôme. Pareil, on utilise les mêmes concepts, un vote systématique, intermittent et abstention systématique. Alors, en ce qui concerne l'abstention systématique, vous voyez que c'est simple. L'abstention systématique progresse avec le temps. Vous voyez que la courbe verte est toujours au-dessus des deux autres. Et elle est inversement proportionnelle au niveau de diplôme. Donc, moins on est diplômé, plus on pratique l'abstention systématique. Le vote systématique, quant à lui, croît en principe avec le niveau de diplôme. Vous remarquez un décrochage énorme en 2017, c'est les bâtons verts. Donc, le vote systématique a pris une grande claque en 2017 en faveur du vote intermittent. C'est assez instructif. Cette progression entre 2012 et 2017 est incroyable. Le vote intermittent croît avec le niveau de diplôme. Vous voyez qu'il atteint plus de 50% pour ce qu'on appelle le niveau bac. Le niveau bac, ça correspond en gros aux employés, professions intermédiaires et autres. Donc, dans cette population, mais un peu dans quel que soit le niveau de diplôme, on en vient à un vote, disons, à la carte, un vote intermittent, et c'est un phénomène assez nouveau. Alors, suivant la catégorie sociale, bon, c'est très proche de ce qu'on a vu en regardant les niveaux de diplôme. Un point particulier sur les agriculteurs qu'on ne peut pas trop déceler dans les courbes précédentes, les agriculteurs se rapprochent à grande vitesse des autres catégories. Le vote systématique était de 63% en 2002, donc ce qui est beaucoup. On peut penser que le vote dans les régions rurales est lié à une pression sociale peut-être accrue du fait que tout le monde se connaît. Donc 63% en 2002 tombe à 45% en 2017. Suivant le niveau de vie, donc là vous avez un petit tableau. Premier quartile, donc c'est les 25% des gens les plus pauvres et le quatrième les plus riches. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'intégration sociale et la pratique citoyenne progressent avec le niveau de vie. Donc là, les deux cartes que vous avez, à gauche, c'est le vote systématique, à droite, c'est l'abstention systématique en 2017. Alors ça ne recouvre pas tous les cas, mais enfin, ça donne une petite idée. On vote plus à l'ouest et au sud-ouest. Ce phénomène-là n'est pas nouveau. Les anthropologues ont mis ça en lien avec, en particulier, la pratique religieuse qui avait tendance à favoriser l'assiduité au bureau de vote. Alors, un autre critère qui n'est pas représenté graphiquement, c'est celui de la taille des agglomérations. On vote plus en campagne, et par contre, les grandes agglomérations obtiennent une abstention record, puisque dans ces agglomérations, on va trouver à la fois les populations déshéritées des banlieues
qui on l'a vu, faute d'intégration sociale, votent peu. Et on va trouver dans ces mêmes agglomérations le vote à la carte des, entre guillemets, bobos des centres-villes. Et donc, record absolu dans l'agglomération. Ensuite, suivant la situation de famille, on sait pas très connu. Alors, l'écart entre les sexes sur le bulletin de vote choisi est connu. Hein. Les femmes ne mettent pas les mêmes bulletins de vote dans les urnes que les hommes. En revanche, sur le comportement abstentionniste, il n'y a pas de gros écarts. Mais la situation de famille a une influence importante. Les adultes en couple avec enfants s'abstiennent moins que les adultes isolés ou membres de familles monoparentales. Un enfant de famille monoparentale est plus souvent abstentionniste qu'un enfant qui vit avec ses deux parents. On retrouve en fait le lien inverse entre l'abstention et la sociabilité étant ce coup-ci liée à la situation familiale et non plus au niveau de vie. Encore que les deux vont souvent ensemble. Donc voilà pour cette première partie de caractérisation. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'abstention représente une tendance de fond, une tendance profonde, et que son niveau devient particulièrement inquiétant, d'autant plus qu'elle affecte plus lourdement les jeunes que les autres générations. Notre démocratie peut-elle survivre à un tel niveau d'abstention? Donc, nous passons aux causes de l'abstention, qu'on va regarder de trois côtés, du côté du système électoral, du côté du monde politique et du côté des citoyens. Alors, depuis les années 80-90, les études sur l'abstention, il y en a à revendre. Chaque séquence fait l'objet de travaux universitaires, d'analyses, d'interprétations. Donc, il n'est pas question d'essayer de retrouver tout ce qui a été écrit. Donc, en fait, là, je vais m'appuyer plutôt sur des choses récentes. La séquence 2017, hein, qui marque une vraie rupture, et puis également les régionales 2021, puisqu'il y a un rapport très fourni de la Fondation Jean Jaurès, qui s'appelle l'abstention, analyse et proposition, qui a été rédigé l'été dernier par la Fondation Jean Jaurès, en réponse à une commande de l'Assemblée nationale. Et il y a là beaucoup d'articles, des choses assez intéressantes. Alors, du côté du système électoral, on va commencer par une réalité qui favorise l'abstention, qui est la mal-inscription. La mal-inscription concerne les gens qui sont effectivement inscrits sur les listes électorales, mais qui ne sont pas inscrits près de leur domicile. En 2014, une étude parlementaire indiquait 6,5 millions de mal-inscrits, 12%, pour 3 millions de non-inscrits. Donc, le phénomène est plus important. Qui dit mal-inscrit dit déplacement obligatoire pour aller voter. Et du coup, le taux d'abstention monte énormément. En 2012, par exemple, l'abstention moyenne était, je ne sais plus pour quelle élection, de 10%. Chez les mal inscrits, elle montait à 28%. En effet, il faut une démarche de réinscription spécifique pour pouvoir voter près de son nouveau domicile. Les milieux concernés sont souvent des milieux populaires où il y a pas mal de turnover dans les logements HLM en particulier, les étudiants bien sûr, et de plus en plus les cadres supérieurs qui quittent Paris pour la province. Il y a eu un progrès quand même dans la démarche de réinscription, c'est la loi 2016 dont j'ai parlé qui permet de s'inscrire jusqu'à 6 semaines avant l'élection quand la campagne va se faire. Du côté du monde politique, les élus ne sont pas représentatifs de la population. Alors bien sûr, le pédigré d'un élu n'implique pas mécaniquement sa capacité ou son incapacité à défendre les aspirations de ses électeurs. Mais un écart massif entre la composition de l'Assemblée et la composition de la population entraîne forcément une certaine défiance, un certain éloignement. À quoi bon voter pour ces gens qui sont si différents de moi? Alors, quelques données concernant l'Assemblée nationale. Les données de 2012, au point de vue répartition des sexes, 27% de femmes, âge moyen 54 ans,
sur les 577 députés, il y avait quand même 106 retraités. Au niveau des catégories socioprofessionnelles, 29% de cadres, 18% de professions libérales, 23% de fonctionnaires, 2,6% d'ouvriers et d'employés. Il est à noter que ces catégories sont de moins en moins bien représentées depuis la fin du siècle dernier. Il y a une époque où il l'était beaucoup mieux. On passe maintenant à l'Assemblée de 2017, donc gros chambardement. Les femmes passent de 27 à 39% des députés. L'âge moyen tombe à 49 ans et il n'y a plus que 41 retraités au lieu de 106. Si on regarde les catégories socioprofessionnelles, bon, c'est moins encourageant. Globalement, c'est encore plus orienté CSP+, que l'Assemblée de 2012. Autrement dit, on a une Assemblée qui est encore plus élitiste. 2017, féminisation, rajeunissement, mais l'élitisme augmente. Autre tendance de 2017, c'est évidemment le renouvellement. 74% de nouveaux députés, ce qui veut dire que la filière partisane traditionnelle, qui consistait en une progression lente à l'intérieur du parti, perd de sa vigueur. Alors, est-ce que c'est un bien? C'est à voir. Hein. Le parti formatait, c'est sûr, mais il formait. Et les nouveaux arrivants, c'est l'expérience qui a été remarquée pour le quinquennat qui s'achève. Les nouveaux arrivants ont été assez peu influents dans le débat et ils ont finalement contribué à accentuer la prééminence de l'exécutif. Autre point, le maquis décourageant des compétences territoriales. Ce point-là est bien connu. On a vu des superbes spécimens de confusion en juin dernier avec les élections régionales et départementales. Comme le temps est limité, je ne vais pas insister là-dessus. Si vous avez des questions, on pourra en parler dans le débat. Les partis politiques ne sont plus des écoles de civisme. Donc, rappelons le rôle traditionnel des partis, en particulier le Parti communiste et le Parti socialiste, considérés à une époque comme partis de masse qui assuraient la formation militante, une lente sélection des dirigeants, parcours à travers l'appareil, l'élaboration des programmes et le choix des candidats. Pour les partis de droite, c'était moins formalisé, enfin pour la dynastie UMP, LR, etc., qui étaient plus des partis de notables, mais leur implantation locale étant très dense, le notable était souvent proche, ce qui permettait quand même aux citoyens une certaine participation à la vie politique. Où en est-on aujourd'hui? La baisse du nombre d'adhérents est très importante. Au PS, c'est un véritable effondrement. Le financement public est devenu plus important que les cotisations. Un certain nombre de fonctions ont été externalisées. La pensée, maintenant, n'est plus guère exercée à l'intérieur du parti. Elle est confiée à des think tanks, donc professionnels, qui travaillent à côté du parti. La sélection des candidats se fait souvent dans le parti et à côté par le biais de primaires ouvertes aux citoyens. L'expression publique des partis est maintenant concentrée sur des spécialistes médiatiques qui interviennent systématiquement. Quant au programme, on assiste de plus en plus à des programmes dits attrape-tout, qualifiés de pragmatiques, qui sont en gros monopolisés par les candidats avec l'aide de leurs agences de communication. Donc, la constatation est malheureusement claire, les partis ne sont plus ni des lieux de débat, ni des lieux de formation. Alors, bien sûr, il faut parler des partis nouveaux, La République En Marche et la France Insoumise, que certains ont qualifiés de partis gazeux. Alors, les chiffres d'inscrits sont impressionnants. 373 000 pour LREM, 539 000 pour la France Insoumise. On adhère en un clic, on fait des dons à la carte, on a des possibilités de faire des propositions sur des plateformes Internet lors des campagnes, beaucoup moins dans Délibéré. L'expression publique est tout aussi centralisée que dans les partis traditionnels. On a finalement des formations qui sont très en phase avec le vote à la carte. C'est de l'intermittent, c'est du ponctuel.
il n'y a pas de véritable engagement citoyen à l'intérieur de ces structures. En tout cas, ce ne sont pas des écoles de civisme. Côté maintenant des gouvernements. Les gouvernements répondent mal aux besoins des citoyens. En quoi consiste l'exercice du pouvoir d'un gouvernement? Malheureusement, on ne le dit pas souvent, mais ça consiste d'abord à répondre à des imprévus. Or, vu les bases sur lesquelles les gouvernements sont formés, on ne sait pas trop à partir de quelles valeurs et de quels principes le pouvoir va répondre aux imprévus. Ensuite, bien sûr, l'autre fonction, c'est d'appliquer le programme, qui est la plupart du temps le programme du président. Effectivement, le gouvernement essaye de le faire, mais il le fait l'œil rivé sur les sondages. Il y a une espèce de dictature de l'opinion qui s'instaure, et avec elle un certain nombre de caractéristiques, le court-termisme, l'absence de vision mobilisatrice et la non-expression des valeurs sous-jacentes à l'action du gouvernement. Paradoxalement, malgré le pragmatisme revendiqué, les réponses des gouvernements sont souvent mal adaptées aux aspirations des gens. Donc là, je fais référence au livre de Rosan-Vallon, que vous connaissez peut-être, Les épreuves de la vie, comprendre autrement les Français, qui a été publié en août 2021. Rosan-Vallon essaye d'expliquer les nouveaux antagonismes du type MeToo ou Gilets jaunes, qui ne se réduisent pas au conflit traditionnel capital-travail ou libéralisme, socialisme, etc. Et il met en œuvre la notion d'épreuve de la vie. Il distingue trois types d'épreuves. Les épreuves qui vont contre l'intégrité de la personne. C'est par exemple le harcèlement au travail, le harcèlement sexuel. Des épreuves qui vont contre le principe fondamental d'égalité. C'est le cas des discriminations, du mépris ressenti, d'une certaine vision aristocratique du pouvoir. Et enfin, la troisième catégorie, c'est les épreuves liées aux incertitudes. Le rôle de l'État a toujours été et devrait être de prévoir et d'essayer donc de résoudre les incertitudes. Il y a maintenant des incertitudes si importantes que l'État a du mal. Qu'on parle de la mondialisation de l'économie, de la menace climatique, parlons pas des épidémies, mais également d'une espèce d'instabilité généralisée. Donc, cette analyse de Rosan-Vallon met en évidence des besoins nouveaux, besoin d'une réponse plus personnalisée de l'État-providence aux aspirations des gens, et besoin aussi de mieux connaître ces épreuves pour leur apporter de meilleures réponses. Bon, si les gouvernements répondent mal aux besoins des citoyens, pourquoi aller voter si je sais que le gouvernement sera peu ou prou incapable de répondre à mes aspirations et à mes difficultés? Regardons maintenant le deuxième volet du côté des citoyens. Une crise de foi, point d'interrogation. Je me réfère là au rapport de la Fondation Jean Jaurès que j'ai cité et à un article de Jérémy Pelletier et Jérôme Fourquet assez inquiétant. Que disent-ils? Ils disent que le rite électoral est devenu aussi obsolète que la messe du dimanche, en particulier chez les jeunes. Il y a une espèce de rupture anthropologique qui détourne les jeunes de ce rite autrefois bien établi. Le remplacement de générations élevées dans la foi républicaine collective, pour lesquelles le vote était un devoir, donne la place maintenant aux générations de l'individu roi qui se distinguent par ses revendications d'autonomie, de singularité, d'exigence, de soi individuel à la carte, à la fois pour la consommation et pour la politique. Pour la politique, c'est un peu plus compliqué que pour la consommation, il y a moins d'options. Donc, si l'offre ne plaît pas, eh bien, on s'abstient. C'est en particulier ce qui arrive avec le vote intermittent.
Il signale également un désintérêt dans des conversations, dans le choix des émissions de télé, des intérêts vis-à-vis de la politique, mais vis-à-vis aussi du social. Euh, ils vont employer des grands mots, ils parlent d'un grand retrait, ils parlent d'un repli massif sur l'épanouissement individuel, qui a d'ailleurs été accentué par la pandémie. Donc les maîtres mots maintenant, c'est le yoga, qui n'a jamais connu une pratique aussi importante, le barbecue du dimanche, les week-ends et les voyages. Mollesse existentielle, apathie de masse, voilà comment ils concluent leur article, où ils comparent notre époque à la décadence de l'Empire romain. Cette analyse, vous en conviendrez, est absolument désespérante. Elle n'est sans doute pas fausse, en particulier pour certaines classes moyennes supérieures, mais d'autres ressorts interviennent. Exclusion, déficit d'intégration. Le phénomène est bien connu, l'exclusion économique, en particulier par les revenus, entraîne l'exclusion sociale. À cela s'ajoute souvent l'exclusion scolaire, les discriminations, dont Rosanvallon a relevé la gravité, exclusion culturelle, déficit d'intégration. La conséquence est connue, c'est l'incivisme et la faible fréquentation des bureaux de vote. Quelques chiffres qui se rapportent au régional de 2021. Moyenne d'abstention nationale 67-66%, suivant les tours. À Vaux-en-Velin, 88%, à Roubaix, 84%, à Vénissieux, 83%, etc., etc. Classe moyenne basse, le vote de classe remplacé par la protestation émotionnelle. La quasi-disparition de la classe ouvrière liée à la désindustrialisation, l'hétérogénéité qui a toujours existé du monde des employés, se traduit finalement par une individualisation des destinées pour toute la catégorie des petits moyens de notre société et en tout cas un changement fondamental de leur modalité d'expression. Le plus révélateur à cet égard est certainement le mouvement des Gilets jaunes, pour lequel je me réfère encore une fois à Rosanvallon. Comment est-il caractérisé? Une grande hétérogénéité sociale. On trouve dans les Gilets jaunes des ouvriers, des employés, des artisans, des commerçants, des chefs d'entreprise et des professions intermédiaires. Le regroupement sur les ronds-points constitue, d'une certaine manière, une manière d'exister et de rompre l'isolement. Il n'y a pas d'intérêt de classe entre ces gens si divers dans leur catégorie. Il n'y a pas non plus de revendications exprimées clairement. Le ciment des Gilets jaunes, vous vous souvenez, c'était d'une part la haine de Macron et d'autre part la revendication du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, sur lequel nous reviendrons. Il n'y a pas de porte-parole, chacun est son propre porte-parole sur les réseaux sociaux où il peut expliquer toutes ses difficultés. On est dans le règne de l'émotion, de l'indignation contre le mépris et contre l'injustice. Une véritable indignation justifiée, mais qui ne débouche pas sur autre chose que du ressentiment. Et le ressentiment enferme chacun dans sa colère sans lui offrir de débouché politique. Traduction électorale, il peut y en avoir deux. Un vote affectif protestataire aux extrêmes, ça peut être du Le Pen, du Mélenchon, ou le plus souvent l'abstention. Bon, ce phénomène assez nouveau est très important. Il réclame des réponses politiques particulièrement difficiles. Dernier point concernant les citoyens, être consulté tous les 5 ou 6 ans ne permet pas aux citoyens de donner leur avis. Le citoyen est de plus en plus formé, informé, émancipé. Il veut donner son avis sur ce qui le concerne. Il veut participer à la construction des politiques publiques. Cette aspiration est largement partagée depuis les exclus. On la trouve en particulier chez les gens privés d'emploi, jusqu'aux classes moyennes intellectuelles comme les enseignants. Le Pacte civique avait développé la question déjà en 2017 à travers le livre qui s'appelait « Relever le défi démocratique ». Plusieurs aspects écartent le citoyen de la vie démocratique. On peut citer une démocratie purement représentative qui fait que le citoyen délègue et n'a pas l'occasion de donner son avis.
Une démocratie par le haut, les idées descendent. Par contre, les initiatives locales remontent peu. Une démocratie compétitive, chaque parti prétend être le meilleur. Il dit qu'il n'a pas besoin de coopérer avec les autres forces politiques. Donc, c'est moi le meilleur, les autres, je les exclus. Et enfin, une démocratie occasionnelle. La vie démocratique s'interrompt entre deux séquences électorales. Insatisfaction, donc insatisfaction du citoyen qui a envie de donner son avis, insatisfaction qui se traduira souvent par l'abstention. Alors, est-ce que cette insatisfaction générale que nous avons constatée à travers plusieurs exemples, est-ce qu'elle remet en question l'idée même de démocratie élective? Apparemment, d'après les sondages, non, pas encore, pas encore. Mais attention, on ne sait pas trop ce que nous réservent les jeunes générations. Voilà, nous passons à la troisième partie concernant les remèdes. Nous avons vu que l'injonction à aller voter, appuyée sur la morale républicaine traditionnelle, fonctionne de moins en moins. Et en particulier, elle ne fonctionne plus du tout chez les jeunes. Il n'y a que des vieux snobs dans notre genre qui font encore référence à cette morale républicaine. On passe du vote devoir au vote droit. Le citoyen d'aujourd'hui veut pouvoir choisir. Il pourra choisir de voter s'il en perçoit l'intérêt, si cela s'insère dans une démarche de citoyenneté, de démocratie au quotidien, dont le vote n'est qu'un élément. Autrement dit, je voudrais ici recadrer l'abstention électorale dans un phénomène plus vaste qui est celui de la citoyenneté. Alors, il faut bien sûr d'autres remèdes que l'injonction morale. Les propositions sont multiples qui concernent la procédure électorale et bien sûr les institutions. Nous en ferons un examen rapide en nous interrogeant cela suffit-il si on ne s'attaque pas aux causes profondes de l'abstention? D'où les autres points qui viennent après, bon, qui sont moins nets, moins clairs, points proposés à votre réflexion. D'abord sur la pratique du pouvoir et ensuite sur la formation citoyenne. Et nous terminerons par quelques réflexions sur la manière dont chacune et chacun, nous pouvons, dans notre vie quotidienne, favoriser la citoyenneté. Alors, on va attaquer maintenant les mesures qui concernent la procédure électorale. Il y en a un certain nombre. Le vote obligatoire. Il a été pratiqué en Amérique du Sud, dans différents pays européens. L'Italie et les Pays-Bas l'ont abandonné. Par contre, la Belgique et le Luxembourg l'ont conservé et s'en portent apparemment fort bien, puisque l'abstention y reste en général autour de 10%, bien que peu d'amendes soient appliquées aux contrevenants. Bon, malgré tout, on sait qu'une récidive permanente, c'est-à-dire une absence permanente dans les élections, peut entraîner quelques difficultés administratives. Alors, en France, il y a eu un nombre important de propositions de loi pour rendre le vote obligatoire. Elles n'ont jamais abouti. C'est très controversé. Les bons résultats en Belgique et au Luxembourg sont indéniables. Peut-on l'instituer sans une formation plus profonde à la citoyenneté? C'est une question. Qu'est-ce que donnerait maintenant l'instauration du vote obligatoire dans le climat de défiance actuel? On peut se le demander. Est-ce qu'on ne fabriquerait pas des cohortes anti-élection à l'image des cohortes anti-pass sanitaire que nous connaissons aujourd'hui? La prise en compte du vote blanc. Depuis 2017, les votes blancs sont comptés, mais ils ne sont pas intégrés au suffrage exprimé, ce qui provoque une grande insatisfaction de celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans l'offre politique. Et bien sûr, il va avoir tendance à passer du vote blanc à l'abstention. Or, il vaut mieux voter blanc que s'abstenir. Abaisser la majorité électorale. Il y a eu aussi de nombreuses propositions pour abaisser à 16 ans le droit de vote. Il y a eu des expériences, en particulier à l'étranger, qui étaient plutôt positives. L'idée serait, la meilleure idée probablement, serait de coupler
avec une certaine éducation civique et philosophique. Donc, de faire en sorte que, au même âge, à partir de 16 ans, l'âge à partir duquel on se pose des questions sur le sens de la vie, sur la philosophie, on puisse joindre la pratique à la réflexion philosophique. Il ne s'agit certainement pas, en tout cas, de rajeunir la cohorte des abstentionnistes. Il s'agit plutôt d'éduquer à la citoyenneté. Moderniser l'acte électoral. Donc là, il y a plein de recettes. L'idée générale, c'est de rendre le vote le plus facile possible, d'épargner tout effort à l'électeur. Alors déjà, au niveau de l'inscription, l'inscription des mal inscrits, une idée consiste à rechercher une automaticité par le biais d'un autre dossier obligatoire. Donc c'est le cas du dossier fiscal. L'idée serait que quand on fait les démarches qu'on est bien obligé de faire auprès des impôts quand on a un changement de domicile, automatiquement suivent la démarche de changement de liste électorale. Ensuite, le vote par anticipation, il permet de concilier, de mieux concilier le vote avec des horaires de travail qui peuvent être particuliers, avec également les loisirs. Donc, ça consiste à ouvrir les bureaux de vote plus longtemps, certains jours de semaine. Bien sûr, les heures d'ouverture peuvent être variables suivant la taille des communes. Disons qu'en gros, on ne voit pas d'objection de fond à ce vote par anticipation et on se demande pourquoi on s'en prive. Le vote par correspondance est très pratiqué en Allemagne. Il a connu le gros succès qu'on sait aux élections américaines de fin 2020, rappelez-vous. Le vote en ligne. Le vote en ligne existe pour les Français à l'étranger à l'occasion des élections législatives et consulaires. Apparemment, ça marche pas trop mal. Le vote électronique, lui, c'est ce qu'on a appelé les machines à voter, qui ont été testées dans de nombreuses communes depuis 2002. Là, du coup, on ne peut pas dire que ça marche très bien. On est plutôt vers un lent abandon de ce type de vote. Alors, en ce qui concerne les dernières modalités évoquées, correspondance, vote en ligne, vote électronique, disons qu'il y a deux problèmes qui se posent. Le premier, c'est le risque de pression politique, religieuse, voire mafieuse, sur l'électeur qui n'est plus protégé par l'isoloir lorsqu'il accomplit son geste électoral. C'est un risque réel qu'il faut prendre en compte, qui est peut-être qu'il ne faut pas non plus, je pense, surévaluer. Le deuxième problème, c'est la fin du rituel républicain. Le rite que nous connaissons, l'isoloir, l'urne, etc., fait de l'élection un geste civique majeur qui est fondé avant tout sur le contrôle citoyen. C'est assez, moi, chaque fois, ça m'impressionne quand je vais dans des bureaux de vote, voir que tout ce système-là ne tient que par le contrôle citoyen. Donc, abandonner ce rite, c'est sûr que ça sera douloureux. Mais si la participation électorale est à ce prix, il faut peut-être y aller. Passons maintenant aux mesures qui concernent les institutions. Le scrutin présidentiel. Il y a beaucoup d'idées qui circulent. La durée du mandat, on parle de 7 ans. La renouvelabilité ou pas. 7 ans, c'est souvent associé à un mandat non renouvelable. Il y a l'inversion du calendrier, de manière à chercher un équilibre différent entre l'exécutif et le législatif. Il y a enfin des propositions d'élection du président de la République au jugement majoritaire. Donc, c'est une élection à un tour où on ne prend pas un bureau de vote d'un candidat, mais on donne une note à chacun des candidats et c'est celui qui a la meilleure médiane qui l'emporte. Donc, toutes ces idées méritent assurément réflexion. Le scrutin proportionnel aux élections législatives, là, c'est un serpent de mer plus connu. 52% des Français se disent insatisfaits du mode actuel majoritaire à deux tours parce qu'ils estiment qu'ils sont mal représentés. Alors, les propositions, il y en a eu de multiples. Alors, ça va de la proportionnelle intégrale jusqu'à, entre guillemets,
l'instillation d'une dose de proportionnelle. La proportionnelle fait l'objet de deux critiques majeures. La critique phare, c'est l'évocation de la 4e République. Rappelons qu'entre les années 46 et 58, 1900, je parle, hein, bien sûr, il y a eu en 12 ans 22 gouvernements. Cette critique doit être relativisée. Nous ne sommes plus en 4e mais en 5e République, avec des pouvoirs très nettement accrus du président. Et donc, le risque d'instabilité est beaucoup moins fort que lors de la 4e République. Je ne pense donc pas qu'il faille rejeter complètement la proportionnelle à partir de cette critique. La deuxième critique, c'est oui, mais on va faire rentrer massivement le Rassemblement national au Parlement. Alors là, excusez-moi, mais je veux dire, si on sert des subterfuges plus ou moins démocratiques pour faire en sorte que le Rassemblement national ne puisse pas s'exprimer, eh bien, c'est pas, on n'est pas très convaincant, quoi. Si effectivement le Rassemblement national connaît une forte audience, on ne voit pas pourquoi il faudrait lui interdire d'avoir une représentation normale au Parlement. La proportionnelle, en revanche, présente des avantages incontestables. Le premier, c'est qu'il permet au gouvernement de gouverner avec une base sociale beaucoup plus étendue. Si on reprend les chiffres de 2017, Macron a été élu avec plus de 60% au deuxième tour. Mais quand on regarde les gens qui ont réellement approuvé son programme, ce ne sont que les gens qui ont voté pour lui au premier tour. Quand on introduit là-dedans les non-inscriptions, les abstentions, etc., on constate que les électeurs qui ont réellement soutenu le programme de Macron représentent 17% de la population en âge de voter. Ceci explique parfois les difficultés qu'a pu connaître ce gouvernement à faire passer les réformes qu'il avait annoncées. Le deuxième avantage, c'est que la proportionnelle donne plus de confiance aux citoyens dans les institutions parce qu'ils s'y sentent mieux représentés. Et donc, la proportionnelle probablement réduirait de manière assez mécanique l'abstention. Les Français sont très favorables à la proportionnelle, d'après certains sondages. Enfin, je parle pour les législatives, ils seraient de l'ordre de 75% à être favorables à la proportionnelle, et en particulier les femmes et les jeunes plus que les hommes. Fait de la proportionnelle. Donc là, je veux dire, on peut pinailler sur une petite dose, une grande dose, un peu de majoritaire dans la proportionnelle. Mais bon, je veux dire, il faut être sérieux. En gros, la proportionnelle, c'est la disparition du fait majoritaire. Il ne faut pas se voler la face. Disparition du fait majoritaire, et donc un gouvernement qui vraisemblablement n'a pas à l'Assemblée une majorité pour gouverner. Il faut donc passer à d'autres formules. Regardons ce qu'ont fait nos amis allemands depuis l'été dernier, où ils sont arrivés à plusieurs parties à négocier un véritable programme de gouvernement par l'art du compromis. Donc, la proportionnelle, probablement, nous obligerait à travailler davantage le compromis. Et d'autre part, clairement, la proportionnelle augmenterait les pouvoirs du Parlement. Voilà, donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on attend pour engager une vraie réflexion et un vrai débat sur la proportionnelle aux législatives. Modifier le financement des partis politiques. Le système actuel est le fruit de nombreuses lois successives. Il favorise l'intégrité, en particulier les entreprises ne peuvent plus financer les partis politiques. Et le financement public est devenu prépondérant et il est lié aux résultats électoraux avec deux formules. Une formule qui est liée carrément au nombre de députés élus et l'autre qui est liée aux résultats législatifs moyennant un certain nombre de seuils. Si on veut lutter contre l'abstention, on a évidemment intérêt à ce que les partis aient plus d'adhérents pour qu'il y ait plus de vie démocratique, plus de débats, plus de formation politique.
et plus d'ouverture aux jeunes, ce qui est très important. Comment faire? Donc là, je retiendrai une suggestion qui est liée à la sociologue Julia Cagé. Remplacer le mode de financement public actuel par une cotisation fixe payée par l'État, allouée à chaque citoyenne et chaque citoyen pour qu'il l'attribue à un parti. Autrement dit, au lieu que l'État mette de l'argent dans les partis, l'État donne la même somme à chaque citoyen et chaque citoyenne, chaque individu, pour que cette personne l'attribue au parti de son choix. Je trouve que c'est une idée intéressante. Point suivant, le référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC des Gilets jaunes. Ce référendum n'existe pas pour le moment. Ce qui existe, c'est le référendum d'initiative partagée entre le Parlement et les citoyens. Donc, il y a des seuils absolument inatteignables. Il faut qu'il y ait 10% des électeurs inscrits pour que un référendum d'initiative partagée puisse être organisé. Donc, ça n'a jamais marché. Le RIC à la mode des Gilets jaunes, à l'opposé, avait des attributions immenses et, ce qui est regrettable, ne comportait aucun processus de délibération. Je rappelle une phrase souvent citée, les référendums en général demandent aux citoyens de s'exprimer sur des questions auxquelles ils n'ont pas réfléchi. Et c'est pour ça que l'idée du RIC a été reprise en 2019 par le think tank Terra Nova pour devenir une proposition de RIC délibératif, plus limité dans son champ d'application, mieux encadré, en particulier la question formulée dans la pétition peut être revue pour être plus explicite, une campagne électorale longue, financée, avec un seuil de participation électorale pour valider le résultat. Donc, c'est, je pense, une initiative intéressante si on ajoute évidemment au principe du RIC les accompagnements en matière de délibération. Alors, nous arrivons maintenant dans des choses un peu plus floues qui concernent la pratique du pouvoir. Premier point, un gouvernement qui est clair, qui gouverne, qui consulte. Qui est clair? Un gouvernement qui est clair, c'est un gouvernement qui a une vision centrée sur le long terme, appuyée sur des valeurs clairement exprimées, qui donnent du sens, qui ne cachent pas les difficultés et les exigences. Dans la période difficile où nous entrons avec les menaces, en particulier les menaces climatiques, il est absolument certain qu'un gouvernement qui n'a pas de vision et qui n'éclaire pas n'est pas un bon gouvernement. Un gouvernement qui gouverne. Alors, actuellement, ce qu'on voit beaucoup, c'est les tweets des ministres. Ça se multiplie et ça donne l'illusion d'un dynamisme permanent qui est en fait assez éloigné de la réalité. À l'occasion de la pandémie, cependant, l'État a pris des initiatives, a pris des décisions qui ont été souvent critiquées, ce qui est normal. Nous avons assisté à un retour relativement heureux de la prééminence du politique, d'un État stratège dont on sait qu'il sera indispensable pour répondre aux défis à venir. Transition écologique, fracture sociale. Et cet État stratège, cet État qui fait des choses, qui prend des décisions, accessoirement, est certainement plus attirant pour les lecteurs. Enfin, un État qui consulte. Consulter maintenant, c'est conjuguer la démocratie participative et la démocratie représentative. Participative, c'est le dialogue et la négociation avec la société civile organisée, l'appel également à l'expression des citoyens, par exemple par des consultations sur des sujets lourds, comme la CNDP sait le faire. CNDP, je vous rappelle, Commission nationale du débat public, puisqu'elle l'a déjà fait dans certaines occasions sur des sujets lourds, donc avec toute une panoplie, convention citoyenne, plateforme numérique, tout un tas d'accessoires, disons, qui font d'une telle consultation quelque chose de démocratique et d'important au niveau démocratique.
Enfin, donc, à côté de la démocratie participative, la démocratie représentative doit garder ses prérogatives. Il s'agit essentiellement de renforcer le rôle du Parlement pour qu'il devienne ce qu'il n'est plus guère, le décideur final, et pour qu'il puisse également prendre des initiatives, et en particulier que les députés puissent faire remonter du terrain un certain nombre de soucis et d'aspirations. Des élus qui organisent la démocratie. Alors, je vais prendre deux exemples. Celui d'un député à l'Assemblée nationale. Comment les députés habituellement pratiquent la démocratie? Eh bien, ils vont sur les marchés, ils vont aux AG, au fait des associations, et ils disent après qu'ils sont près du terrain. Effectivement, ils recueillent quelques remontées partielles, parfois partiales. C'est tout à fait insuffisant. Donc, un exemple parmi d'autres est celui du député de la 10e circonscription du Rhône, qui s'appelle Thomas Gassilou, qui a pris des initiatives très novatrices en matière de démocratie participative, avec en particulier un conseil de circonscription qui est ouvert à tous les citoyens volontaires, qui se réunit très régulièrement, une fois par mois, sur des thèmes fonction de l'actualité parlementaire, ce qui fait que ces groupes de citoyens peuvent réfléchir en amont des propositions de loi. D'autre part, ce conseil de circonscription, sur le temps de la législature, a organisé pas moins de 10 débats publics avec des sujets assez ouverts, très actuels, du type des sujets écologiques ou autres. Également donc des ateliers plus restreints travaillant certaines questions. Voilà, bon, ce n'est pas la panacée, mais ça montre qu'il y a, pour peu qu'on ait un peu d'imagination et beaucoup de coopération, qu'il y a moyen de faire des choses. L'autre exemple, c'est celui d'un maire bon, qui est bien connu. Allons à Kingersheim, dans le Bas-Rhin, banlieue urbaine périphérique de Mulhouse, 13 000 habitants. Joe Spiegel y a été maire de 89 à 2020. Il a créé des conseils participatifs avec des personnes élues, des volontaires, des tirés au sort. Tous ces gens-là étant formés, les élus du conseil municipal devenant plus animateurs que décideurs. Bref, il est arrivé à mettre en place délibération et co-construction et à faire en sorte que le conseil municipal vienne plutôt pour conclure et pour mettre en œuvre que pour décider tout seul des mesures à prendre. Alors, il y a d'autres outils sur lesquels je n'ai pas beaucoup de temps d'insister. Budget participatif, conseils divers de volontaires, conseils de quartier, conseils de développement, conseils élus, les conseils municipaux des enfants, des jeunes. Et il y a certainement d'autres choses à expérimenter du type sondage local, référendum local, convention citoyenne territoriale et groupe projet de citoyens dans le cadre de ce qu'on appelle l'empowerment. Développer l'information citoyenne. Donc là encore, on est dans des mesures indirectes. C'est comment changer la mentalité à la fois des jeunes et de ce qu'on va appeler le personnel politique pour qu'ils mettent en œuvre de manière plus concrète la démocratie. Alors, formation des jeunes, on peut parler de 3 sujets. Le premier, c'est l'instruction civique. La connaissance des institutions est nécessaire, on est d'accord, mais ce n'est pas suffisant. Il faut donner du sens à la vie collective, à la vie sociale, à la vie politique. Il faut montrer que la citoyenneté est aussi un outil de progrès et même un outil d'épanouissement. Il faut parallèlement développer l'esprit critique, développer la rationalité et puis également certainement faire l'analyse des réseaux sociaux pour montrer en quoi ils ne résolvent pas forcément les aspirations de la jeunesse. Deuxième point, c'est l'engagement. Les jeunes ne sont pas si rétifs qu'on pense à l'engagement. Ils sont souvent animés par un souci humanitaire, un certain altruisme, en tout cas par la peur du changement climatique. Ils n'ont pas la même manière de pratiquer l'engagement que leurs aînés. Ils aiment bien le ponctuel, le concret, le mesurable. Il s'agit donc, par la formation, de leur montrer comment la politique peut répondre ou ne pas répondre à leurs soucis d'engagement.
Et pour ça, l'outil le plus précieux est évidemment le service civique, qui est en plein développement, qu'il faut étendre à toutes les catégories de jeunes et qui devrait petit à petit faire partie du cursus normal de formation. Enfin, formation à la délibération. C'est le cœur de la démocratie. La délibération, ce n'est pas inné, ça s'apprend par la réflexion et la pratique. C'est ce que nous appelons au pacte civique l'éthique du débat. Formation du personnel politique, dont j'attends par personnel politique non seulement les élus, mais les agents administratifs qui sont en contact avec les citoyens. J'en vois trois points. La formation humaine aux valeurs humanistes, bon, c'est des choses qui peuvent se faire. L'aide à la prise de conscience des défis de notre temps. Il n'est pas certain que tous les élus et tous les employés administratifs aient conscience et parfaitement conscience du défi écologique, du défi social, du défi démocratique. Et enfin, des formations spécifiques aux dynamiques territoriales avec des outils pour pratiquer la démocratie participative, la construction et la démocratie créative dans le cadre de l'empowerment. Voilà, on n'arrive pas très loin de la fin, bientôt. La question maintenant est de se poser une question. Que puis-je faire, moi, dans ma vie quotidienne pour favoriser la citoyenneté et par voie de conséquence, la participation électorale? Comment faire? Alors, certainement pas en me transformant en frère prêcheur. On a vu que ça ne marchait pas. Il s'agit plutôt de vivre la citoyenneté au quotidien, d'influencer son entourage plus par le comportement que par le discours. Quelques pratiques. Bien sûr, je veux dire, à la base, pour être crédible, il faut une certaine rectitude à l'égard de la collectivité, consentir à l'impôt, s'informer, participer au débat public. Il faut s'ouvrir aux autres, quels qu'ils soient, aller à leur rencontre, leur manifester de l'attention, du respect, de l'écoute. Il faut ne pas hésiter à parler de politique, à parler de société, à parler de ce qui est important pour l'avenir, à souligner ce qui marche, les progrès accomplis, à parler aussi des progrès possibles. Il faut pratiquer la démocratie dans les groupes auxquels je participe, qu'ils soient professionnels ou associatifs. Écouter, faire parler, respecter les règles, appliquer ce qui a été décidé collectivement. Il faut interroger mon rapport au pouvoir, ne pas devenir propriétaire de la fonction que j'occupe, laisser de la place aux autres, en particulier aux plus jeunes. C'est tout cela, vivre la citoyenneté, c'est également pratiquer partout l'éthique du débat pour que mes idées et celles des autres contribuent au progrès de tous. On en arrive à la conclusion. En 2 points, nous avons évoqué rapidement de multiples mesures qui posent beaucoup de questions et qui sont censées faire baisser l'abstention. Comment faire des choix pertinents? Comment décider démocratiquement des mesures à prendre? Le pacte civique propose un cadre pour mener à bien ce vaste chantier. Ce cadre, c'est l'organisation d'un grand débat public type CNDP, Commission nationale du débat public, donc grand débat public sur le thème « Une démocratie renouvelée ». Donc, débat qui articulera une convention citoyenne, des travaux d'experts, des auditions de société civile organisée, des consultations en ligne, etc. etc. La mission de ce débat est d'étudier, de trier, d'émettre des avis, d'émettre des priorités pour préparer le travail parlementaire. Ce n'est qu'à partir de ce travail que le Parlement pourra se mettre à l'œuvre pour concocter des projets de loi et projets de réforme constitutionnelle. Alors, ce grand débat nous semble d'autant plus important, en tout cas la participation d'autres personnes que les parlementaires à la réforme des institutions, que les parlementaires, en l'occurrence, ils sont à la fois juges et parties. Il faut donc absolument qu'il y ait d'autres instances qui s'emparent de ces questions. La deuxième conclusion, c'est d'insister sur ce que je viens de dire, d'insister à nouveau sur l'importance de l'action et du témoignage individuel. Vivre la citoyenneté, influencer son entourage par le comportement, par la discussion. Je vous remercie de votre
2 minutes, je m'en excuse. Bravo, Pierre. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Je pense que Benoît a demandé tout de suite la parole et qu'il va te transmettre les remerciements de tout le groupe des écoutants de ta conférence. Oui, enfin, par mon rôle, mais après, c'est pour engager le débat. Merci déjà de ce document structuré où effectivement on a d'abord l'état des lieux, qui m'a appris beaucoup d'ailleurs sur le sujet des mal inscrits, c'est quand même 15% si j'ai bien compris, 15% du potentiel, ce qui n'est pas négligeable, avec les 6 millions là. C'est moins, c'est plutôt. 6 millions sur 48 millions. Hein, On est plutôt dans les 10-12%. Ouais, ouais. Merci aussi pour donc la deuxième partie, mieux comprendre les causes potentielles et derrière donc proposer effectivement des remèdes on est vraiment dans la démarche qui est très pacte civique, qui est très vie nouvelle aussi de l'éducation, de la formation par ton exposé, où effectivement ça permet de poser le problème pour mieux le traiter. Et on est bien dans l'esprit de notre mouvement d'éducation populaire. Ce qui est intéressant, effectivement, dans la démarche, ce que tu pourras éclairer, alors ça, je reviens à des éclairages et à des questions. Notons donc, tout le monde ne le sait peut-être pas là, ici, et puis les gens qui nous regarderont plus tard non plus, que nous sommes Pacte Civique comme LVN, membre aussi du Pacte du pouvoir de vivre, qui est donc une grosse association de différents partis, syndicats, plutôt syndicats, organes de la société civile, en tout cas, je dirais, et qui avons donc construit une plateforme dans laquelle un des gros volets, c'est le volet démocratique, et qui justement essaie de porter auprès des candidats à la présidentielle un certain nombre de ces revendications, parmi lesquelles tu parles, entre autres sur la question justement de démocratie renouvelée. Donc je reviens effectivement à deux questions. Une des questions, dans quelle mesure, par exemple, le CESE de demain pourrait être un acteur, donc le comité économique, social et environnemental, pourrait être un acteur dans ce fonctionnement démocratique? Et est-ce que ça doit aller jusqu'à un changement de constitution ou enfin, de quelle manière ça pourrait déboucher? Et deuxième question qui est plus liée à la proportionnelle, il y a quand même l'exemple de l'Espagne, de la Belgique, où le fonctionnement démocratique était complètement bloqué par le fait qu'ils n'arrivaient pas à tomber d'accord et que finalement, les gens revenaient aux urnes tous les 6 mois. C'est quand même un excès inverse par rapport au fait qu'on dit qu'on vote tous les 5 ans. Donc, quelle est la bonne, la bonne proportionnelle, quoi? OK. Alors, en ce qui concerne le CESE vient d'être réformé, hein, puisque la réforme est entrée en application en 2021. La réforme a surtout insisté pour qu'il y ait davantage d'expressions citoyennes organisées par le CESE. Donc, le CESE peut maintenant organiser des conventions citoyennes et il a davantage d'initiatives, de propositions. Donc, en fait, la réforme telle qu'elle a été faite a plus renforcé le citoyen que la société civile organisée. Puisque, en plus, bon, le nombre de participants à la société civile organisée a été diminué. Donc, le CESE est certainement un organe intéressant, mais ça reste quand même quelque chose de marginal dans nos institutions. Et donc, je ne suis pas certain qu'il faille se précipiter sur une nouvelle réforme du CESE. Je pense qu'il s'agit plus d'une pratique du pouvoir. Et donc, peut-être faut-il que des lois organiques mettent davantage de contraintes sur les gouvernements au niveau des sujets sur lesquels il serait obligatoire d'organiser des débats publics. Il faudrait aussi certainement légiférer sur un certain nombre d'exigences pour que ces débats publics soient réellement démocratiques. Alors, en ce qui concerne la deuxième question,
avec l'exemple de l'Espagne et de la Belgique, oui, bon, c'est vrai. Ceci dit, on a à l'inverse l'exemple allemand qui est assez remarquable. Et en tout cas, les sondages montrent que les Français sont tout à fait prêts à ce que, par exemple, une mesure qui fait partie du programme du président ne soit pas appliquée parce que le Parlement n'est pas d'accord, ou que des mesures proposées par le Parlement soient appliquées même si elles ne font pas partie du programme présidentiel. Autrement dit, je pense que quand même l'intérêt bien compris des parlementaires devrait être, peut-être au bout d'un certain temps, de préférer le compromis au blocage. Mais on ne peut pas cacher qu'il y a un certain risque. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions, Benoît. Merci, merci Pierre. Alors, Nicole a demandé la parole. Nicole Vaucheray-Fontenège. Mets ton micro, Nicole, s'il te plaît. Le micro. Oui, voilà. Okay. Bon, je vous préviens, j'ai la voix un peu voilée. Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon. Je voudrais revenir, puisque d'abord, merci Pierre pour ton exposé très intéressant. Je vais revenir sur deux éléments. L'un, tu as parlé du vote électronique qui est mis en place pour les Français de l'étranger. Alors, effectivement, je le pratique, donc je peux vous en parler. Alors, il y a, à mon avis, deux inconvénients. Enfin, c'est le vote en ligne, hein, ce n'est pas le vote électronique. Oui, le vote en ligne. Oui, ce n'est pas les machines électroniques, hein, c'est le vote en ligne. Alors, il y a deux aspects. D'une part, la mise au point, qui peut être assez problématique. Je ne sais pas si certains d'entre vous se sont inscrits pour la primaire populaire. Vous avez vu qu'il y a des moyens de vérification qui sont d'une part des mots de passe donnés de façon électronique et d'autre part des codes qui sont donnés au niveau des téléphones portables. Bon, alors on a la même chose pour quand on veut s'inscrire pour voter en ligne. Alors, selon les systèmes, c'est plus ou moins facile. Le problème, c'est que souvent, bon, c'est le ministère des Affaires étrangères qui met ça au point, choisit des spécialistes, des bureaux d'études qui sont le moins chers possible. Et bien souvent, on a des problèmes de plantage, puisque, bon, ça n'existerait pas si c'est uniquement en France. Mais comme on est dans tous les pays du monde entier, les liaisons informatiques, les téléphones portables, selon si on est au Brésil, au Vietnam ou en Afrique, ça ne fonctionne pas toujours de la même façon. Alors, il faut bien se rendre compte aussi qu'il y a en France des zones blanches. Donc, ça veut dire que ce vote en ligne, il n'est pas techniquement, il a quand même quelques problèmes. Par exemple, en ce moment, en 2002, pour que le vote en ligne puisse être utilisé au mois de juin, les consulats font appel à des volontaires pour pouvoir tester les systèmes. Alors, par exemple, nous ici, mon mari s'est porté volontaire, mais je veux dire, quand on se porte volontaire et qu'on est ingénieur, bien évidemment, on s'en sortira mieux que si on est un retraité avec une mauvaise connexion qui est dans un coin un peu isolé. Donc, je mets en garde sur la question du système, parce que souvent, on a l'impression que c'est la panacée, mais ce n'est pas si facile que ça. Le deuxième inconvénient qu'il y a, c'est l'impossibilité de recomptage et de vérification. Alors, vous avez vu, bon, j'espère qu'on n'arrivera jamais à ce niveau-là en France, mais vous avez vu aux États-Unis l'idée qu'il y avait de la fraude, qu'il fallait recompter. Quand on a un vote électronique, on ne peut rien recompter. On a beau avoir des bureaux de vote électroniques,
bon, vous avez des personnes qui attendent dans une pièce qu'on leur donne les résultats, mais on n'a aucune assurance que le résultat est vraiment bon. Donc ça aussi, enfin, les informaticiens, par exemple, je me souviens que Romain Hérault, qui est informaticien, professeur d'informatique dans je ne sais quelle école d'ingénieurs, avait mis en garde l'atelier politique que ce n'était pas un bon système à cause de ça, parce qu'il n'y a aucune possibilité de vérification une fois que le résultat est sorti de la machine. Alors ça, c'est le côté vote en ligne. Le côté maintenant de la Belgique, il y a effectivement le vote obligatoire. Alors, bon, il y a effectivement peu d'abstention. Bon, le paysage politique en Belgique est très complexe et les personnes qui votent sont souvent tout à fait désarçonnées, justement à cause de ce vote à la proportionnelle et sur le fait qu'ils vont choisir des programmes de partis, mais qui après, en fonction des coalitions, vont se retrouver avec des choses qui sont mises en place qui ne correspondent pas du tout à ce qu'ils souhaitaient. Alors là, bon, on a l'exemple tout à fait admirable de l'Allemagne. Je pense que ça demande un niveau de maturité de population tout à fait remarquable, qu'apparemment les Belges n'ont pas, puisque vous savez que par 2 fois, on s'est retrouvé sans gouvernement pendant une fois plus d'1 an et une fois un peu moins d'1 an. Donc, je pense qu'il y a besoin là d'une éducation et d'un sentiment de responsabilité du citoyen qui est aussi très important. Je mets aussi en garde que ce sont 2 pays qui sont complètement proportionnels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cet équivalent de l'élection présidentielle. Le gouvernement émane des majorités à la Chambre. Et donc, la chancelière, elle n'est pas élue directement, elle est élue par le Parlement. De même qu'en Belgique, il y a un roi qui n'est pas élu. Donc, je pense qu'il faut faire attention que tant qu'on garde l'élection présidentielle telle qu'elle est, ça a un impact avec ce qu'on peut imaginer d'élections proportionnelles. Ou alors, il faudrait carrément ne plus avoir d'élection présidentielle et faire en sorte que le président émane effectivement d'une majorité, des tractations qu'il y aurait entre partis. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que quand on a vu un peu des commentaires sur l'élection en Allemagne, on a bien dit que ça oblige les partis à faire des campagnes où ça les oblige à ne pas être dans l'intransigeance. C'est-à-dire qu'au lieu de se démarquer frontalement de ses opposants politiques, on va faire des propositions qui vont laisser la porte ouverte à d'autres propositions. Donc, ça veut dire que c'est une façon de faire campagne qui est complètement différente de celle qu'on peut avoir chez nous, où chacun va montrer justement qu'il est complètement différent du voisin. Bon, voilà les réflexions que j'ai par rapport à l'expérience que j'en ai et de Français de l'étranger et habitant en Belgique. Merci beaucoup, Nicole. J'ai maintenant plusieurs autres questions. Dans l'ordre, Bernard Bourdin, ensuite François et Claire Papy et Yvan Lambinon. Donc, Bernard, si tu veux ouvrir ton micro et poser ta question. Oui, non, ce n'est pas une question, c'est un petit témoignage. Je suis à Strasbourg, donc comme vous le savez, et aujourd'hui à Strasbourg, nous avions donc à la fois Macron au Parlement qui présentait donc la présidence française, et puis en ce moment, il y a Jadot et Mélenchon qui font leur meeting également à Strasbourg. Et j'ai eu l'occasion cet après-midi de participer à une interview par France Info avec d'autres membres de la primaire populaire. Bon, je me suis engagé dans la primaire populaire parce qu'ici, il y a beaucoup de jeunes à Strasbourg qui sont dans cette primaire populaire, donc je voulais y aller aussi.
Et ils m'ont demandé, comme j'étais un des seuls papis, si je puis dire, et seniors, donc de participer à l'interview avec France Info. Vous pouvez nous entendre d'ailleurs sur France Info en ce moment, ou en replay si ça vous intéresse. Bon, je dis ça parce que deux choses. D'une part, Monsieur Jadot a tellement apprécié qu'il nous a de faire sa campagne, parce qu'on parlait beaucoup de la primaire populaire. Il a assez dévoyé, d'ailleurs, je trouve, le sens de la primaire populaire. Et puis, bon, voilà, c'est un constat. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, en tant que témoignage, c'est que je me suis rendu compte quand même que mes amis de la primaire populaire, il y avait là donc des jeunes, comme je viens de vous le dire, des jeunes de Sciences Po Strasbourg, donc une jeune qui est élue donc, au conseil municipal également. Je leur ai parlé du pacte civique et du pacte de pouvoir de vivre, et là, personne ne connaissait. Voilà. Autant pour nous, il y a encore du travail à faire. Merci. Merci Bernard. Donc François ou Claire Papy, je ne sais pas lequel des deux prend la parole. On ne t'entend pas. Oui, on n'entend rien du tout. Je disais que là vous entendez là? Oui, très bien. J'avais une question à poser qui fait la suite de ce qu'avait dit un peu Nicole. Et pour savoir ce que tu penses, Pierre, d'une inversion des élections, si on avait d'abord, qu'est-ce que donnerait le fait qu'on commence par élire les députés et avant le président? Ça change fortement l'esprit de la Ve République, puisque Jospin, quand il avait dit ça, il avait dit pour maintenir l'esprit de la Ve République, il faut un ordre, présidence et puis ensuite élection, mais ça permettrait quand même de discuter beaucoup plus les programmes et de voter sur des programmes de différents partis. Je réponds? Oui, si tu veux, oui. Nicolas, la question m'est adressée. Effectivement, j'ai cité l'inversion du calendrier dans les mesures concernant le scrutin présidentiel. Effectivement, je veux dire, si on inverse le calendrier, c'est les élections législatives qui viennent en premier, donc qui sont certainement la meilleure occasion de débat. Et on court évidemment le risque que le président ne soit pas tout à fait d'accord avec l'Assemblée, etc. Donc, dans tous les cas, les risques de difficulté ou d'ingouvernabilité soulevés par Nicole, on les retrouve. Hein. Je veux dire, le seul système où il n'y a pas de risque, c'est le système actuel, où on a un président élu et une Assemblée qui est vouée au président. Mais ce système actuel, bon, désolé, il ne marche plus. Il faut prendre quelques risques pour faire autre chose. Donc, l'inversion du calendrier fait partie des mesures qui introduiraient certainement plus de démocratie et provoqueraient un intérêt plus important des électeurs vis-à-vis de l'élection, mais forcément comporte certains risques d'ingouvernabilité. Merci. Yvan, mets ton micro, s'il te plaît. Moi, je voudrais revenir sur ce que Pierre a présenté au début et à la fin aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Il a beaucoup parlé de formation civique. Et moi, j'y crois beaucoup. Le problème, c'est que dans le temps, bon, je suis déjà vieux, mais à la Vie Nouvelle, il y avait une session politique, de formation politique. Bon, elle n'existe plus. Dans les syndicats, et j'en fais partie depuis très longtemps aussi, c'était obligatoire. On avait eu une semaine de formation au civisme, à ce qu'était l'histoire ouvrière, l'histoire en général, quoi. Alors, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui. Je dirais que les jeunes se désintéressent un peu de ce qu'on appelle le civisme. Ils n'ont jamais été formés pour. Alors, bon, c'est une question un peu à Benoît. Est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, relancer à la Vie Nouvelle des formations
au civisme et je dirais en prenant en compte toute notre histoire, quoi. Le deuxième point, c'est que cette formation, mais ça touche aussi peut-être la vie nouvelle. Moi, j'étais formé au discours, comment faire un discours, aussi bien au niveau syndical qu'au niveau professionnel. Par contre, ce qu'on m'a jamais appris, c'est la rhétorique. Et il me semble que c'est comme pour un homme politique, mais pour n'importe qui d'entre nous, c'est savoir argumenter quand on n'est pas d'accord, quoi. Et ça ne s'apprend plus du tout. Je ne sais pas si ça s'apprenait au niveau de Montaigne, etc., mais il me semble quand même qu'on a quand même là des trous dans la raquette, quoi. Je crois qu'un mouvement d'éducation populaire comme la Vie Nouvelle pourrait peut-être faire un certain nombre de choses. Ce n'est pas simple, mais pour accroître le civisme et la formation civique, quoi. Il y a autre chose que je voulais dire, c'est que les problèmes aujourd'hui sont quand même de plus en plus complexes, quoi. Moi, je me rappelle à une époque, bon, je travaillais dans le nucléaire, mais les députés et les sénateurs des commissions nous appelaient en permanence pour savoir de quoi il s'agissait, quoi. Et j'en ai connu vraiment qui travaillaient énormément, quoi. Travaillaient sur les sujets dont ils allaient avoir à défendre ou au contraire à attaquer, hein, au niveau d'une loi. Et il y en a qui étaient vraiment devenus des spécialistes. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça se perd aussi, tout ça. C'est quand on est élu, ça demande quand même un certain effort. Bon, ça rejoint le civisme dont on parlait tout à l'heure, mais on ne peut pas traiter des problèmes complexes d'aujourd'hui en 30 secondes. C'est impossible. Et c'est pour ça que quand je parle quand on parlait tout à l'heure de l'éducation populaire et puis je dirais des référendums, je suis extrêmement critique de demander l'avis sur des problèmes complexes à des gens qui n'ont pas été formés pour. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est nouveau. Voilà. Mais je pense, mon intervention, c'était surtout pour la vie nouvelle. Je crois qu'on peut faire beaucoup de choses, quoi. Mais même au niveau des problèmes complexes qui se posent à nous aujourd'hui, mais ça, on le fait quand même, on essaye de le faire. Il y a tellement de sujets que je pense qu'on ne peut pas y arriver, mais on peut essayer, quoi. Merci Yvan. On va réfléchir à la formation à la vie nouvelle. Ça pourrait faire encore un sujet de plus, un chantier de plus à mener, la formation politique. Mais je pense qu'il y a quand même une certaine formation politique à la vie nouvelle, même si ce n'est peut-être pas celle que tu attends. Il faudrait qu'on le reprécise. Je vois que François et Claire ont de nouveau demandé la parole. Ah, on ne t'entend pas. On n'entend rien du tout. Non, on n'entend toujours pas. Il faut parler devant ton PC, Claire. Oui, tu ne dois pas être devant ton micro parce qu'on n'entend vraiment rien du tout. Encore plus peut-être vers François. Et là? Ah oui, oui. Je ne sais vraiment pas où est le point. À propos d'éducation civique, je pense qu'il y a quand même une formation des élus, hein, pour la compétence des élus. Et enfin, moi, j'ai fait plusieurs, étant élu, j'ai eu des formations par mon parti. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai adhéré à un parti à ce moment-là. Et bon, c'est vraiment très utile, hein. Et puis, pour le simple citoyen, je pense que l'engagement est une très bonne et la meilleure école de civisme. En s'engageant, on est obligé d'étudier les questions
de se spécialiser plus ou moins sur les sujets et les défis qu'on veut relever dans l'engagement. Voilà. Merci. Je ne vois pas de demande de prise de parole. Si vous voulez la parole, n'oubliez pas d'utiliser l'onglet réaction en bas parce que je ne vois pas, tout le monde. Et Jean-Claude. Hélène puis Jean-Claude, oui. Ah bah d'accord, bah, ils ont pas levé la main avec les… Si, elle a levé la main, mais Ah bon, brièvement. pardon. Alors excusez-moi, il n'y a pas la petite main jaune, donc je ne la voyais pas. Excuse-moi, Hélène. Pierre, là, tu as cité la démocratie participative. Là, bon, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement intéressant auquel je crois beaucoup. Tu as cité Joe Spiegel, si j'ai bien compté, il a été maire 30 ans. Donc, je me dis, en 30 ans, d'accord, ça a été connu ce qu'il a fait, mais ça s'est quand même pas beaucoup répandu. Il n'y a pas beaucoup de villes, de villages dans lesquels il y a ces choses qui sont en place. Donc, est-ce qu'il ne faut pas est-ce qu'il ne faut pas envisager des lois pour obliger dans les communes à ce qu'il y ait des conseils de citoyens, des représentations citoyennes, une meilleure démocratie participative et non plus représentative? Je peux répondre? Oui, oui. J'ai fini. Oui, tu as raison, Hélène. Actuellement, quand on trouve de bons exemples, mais c'est pareil chez les députés, c'est souvent lié à des personnalités assez charismatiques qui ont du bagage, qui ont l'envie de faire des choses. Alors, à mon avis, la meilleure méthode, si on veut généraliser ça, c'est l'expérimentation. C'est-à-dire qu'il faudrait essayer effectivement de mettre en place un certain nombre de structures obligatoires dans quelques circonscriptions, voir ce que ça donne, avant d'arriver à une généralisation. Mais je suis d'accord avec toi qu'il faut un minimum de contraintes maintenant auprès des élus si on veut faire progresser la démocratie participative. Alors, Nicole, tu as redemandé la parole. Non, c'est Jean-Claude qui avait demandé. Ah ben Jean-Claude, bon, d'accord, vas-y Oui. Jean-Claude, excuse-moi. Oui, alors j'avais deux, trois observations à faire. D'abord, la prise en compte du vote blanc comme suffrage exprimé avec une barre d'invalidation du résultat si, par exemple, le vote blanc atteint un certain pourcentage, je ne sais pas, 10, 15, 20%. Le deuxième point que je voulais évoquer, ça concerne, ça a été un peu dit par Pierre, ça concerne les élections dans les villes et les quartiers les plus défavorisés. Je prends l'exemple de la Seine-Saint-Denis. Aux dernières élections, certaines communes ont frisé les 80% d'abstention. Et je pense que là, il y a des comment dirais-je, des opérations spécifiques, enfin des formations, des incitations. Enfin, il faut aller aussi aider à voter toutes ces populations fragiles qui, par désintérêt, par méconnaissance et souvent par inaccessibilité, parce qu'ils n'ont pas forcément l'information, ne vont pas voter. Je pense que là, c'est aussi un gros problème. L'égalité devant le vote, parce que l'égalité devant le vote, elle passe aussi par une aide accrue aux plus défavorisés qui ne vont pas voter. Merci. Si j'avais juste un dernier point, excusez-moi, c'était le vote des étrangers communautaires qui résident d'une manière définitive en France. Ils n'ont pas droit à un certain nombre de participations électorales, notamment les élections présidentielles. Or, on sait que certains étrangers communautaires, et peut-être envisagés pour d'autres aussi, hein, quand je dis communautaire, c'est pas restrictif, mais c'est pour l'instant, il y a quelques possibilités qui sont offertes aux résidents étrangers communautaires, mais aller plus loin. D'accord, très bien. Merci. Nicole a demandé la parole.
Je vais en profiter pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Claude. Les étrangers communautaires, ils ont droit à voter aux élections locales, Oui. uniquement locales. Oui. Alors, je pense que déjà, on pourrait ouvrir les élections locales aux étrangers non communautaires. Ça, on en parle déjà depuis 1981. Mitterrand s'était engagé à le faire, mais ça n'a jamais été fait. Ceci dit, moi, je ne suis pas tellement d'accord. Je sais que, par exemple, en Belgique, la question se pose, certains le réclament, que les étrangers communautaires puissent voter aux élections nationales. Et moi, personnellement, qui suis française établie en Belgique, je trouve tout à fait normal et intéressant de pouvoir voter aux élections locales, mais je ne réclame pas du tout le droit de vote aux élections nationales. Et je pense que si je voulais voter aux élections nationales, il faut que je sois logique et que je prenne la nationalité belge, ce qui est compatible avec ma nationalité française. Mais donc, je pense qu'il faut le réfléchir et moi, je ne suis pas d'accord pour étendre le droit de vote aux autres élections que les locales. Donc ça, c'est un premier point. Tout à l'heure, on a parlé de l'inversion du calendrier. J'ai lu, je ne sais plus par quelle proposition, que certains parlent de faire le vote, les deux votes, c'est-à-dire présidentielle et législative, le même jour. Alors, je pense que ça demande à être réfléchi, parce qu'on parle toujours de l'un après l'autre ou l'autre après l'un, mais si on votait le même jour pour les deux, qu'est-ce que ça donnerait? Je pense que ça demande à être réfléchi. Tout à l'heure, Pierre a un petit peu passé rapidement sur la réforme du CESE. Moi, je pense que si le CESE devient une chambre où il y a beaucoup plus de consultations citoyennes, c'est vraiment intéressant. Il faut éviter que ces consultations citoyennes soient instrumentalisées, comme il y a eu la Convention citoyenne sur le climat, comme il y a eu une convention citoyenne sur la vaccination, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ça a été vite passé sous silence. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant, mais il faut que ce soit institutionnalisé. Et le fait de faire travailler des citoyens avec des experts, comme l'a dit tout à l'heure Yvan Lambinon, c'est la réflexion et la délibération qui est importante. Ce n'est pas le référendum. Il faut éviter les référendums où on balance une question sans qu'il y ait de débat autour. Par exemple, en Belgique, le référendum est interdit. Je crois qu'en Allemagne, c'est pareil. Il y a un certain nombre de pays qui sont très démocratiques, mais qui refusent le référendum parce que ça a des travers. Et la dernière question que je voudrais poser, j'ai lu quelque part qu'on voulait que certaines propositions étaient de faire une double procuration. Alors, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Par exemple, pour favoriser la participation aux élections, bon, si je suis absent, je peux donner une procuration. Alors, en France, il fallait avoir une raison importante pour une procuration, une raison médicale, etc. Je crois que ça a été assoupli. Mais qu'est-ce qu'on appelle double procuration? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne savez pas? Juste, je ne sais pas si c'est la réponse à la question, mais je sais qu'on peut avoir maintenant plusieurs procurations. Alors, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas si ça répond à ta question. Déjà, par exemple, moi, je sais que française établie à l'étranger, je peux avoir 3 procurations. Ah oui. Mais c'est un régime dérogatoire, je pense. Mais ce que j'ai lu aussi, c'est qu'il y avait une possibilité. Maintenant, on va changer, par exemple, les procurations. On ne sera pas obligé de donner procuration à quelqu'un qui est dans le même bureau de vote que soi. Oui, exactement. Voilà. Alors, est-ce que ça peut aussi favoriser la participation? Je ne sais pas. Merci. Alors, il y a une question de Claire et François. Papy? Oui, c'est à propos de
d'obliger les collectivités ou d'autres niveaux territoriaux à pratiquer la participation. Bon, moi, je suis très sceptique parce que, de fait, il y a déjà obligation de concertation pour toutes sortes de décisions, que ce soit le PLU, les schémas pour l'air, la qualité de l'air, des tas de questions notamment environnementales, les déplacements. Il est obligatoire de concerter la population. Or, les collectivités, souvent, font le minimum pour que la population soit réellement informée qu'il y a une concertation, qu'il y a des ateliers participatifs. Moi, j'ai vécu ça pour l'agenda 21 et le plan climat de ma collectivité, alors la commune et la communauté d'agglomération. C'était vraiment du pipeau. Et pourtant, les bureaux d'études spécialisés et très compétents avec ce que Jos Spiegel appelle l'ingénierie civique, ou je ne sais plus exactement le terme qu'il emploie. Il y avait vraiment des bureaux d'études extrêmement compétents. Mais le citoyen lambda n'a pas été au courant qu'il y avait cette concertation et cette possibilité de s'exprimer, parce qu'il n'y avait pas de volonté politique de vraiment demander aux citoyens ce qu'ils voulaient. D'autant plus que ces ateliers de concertation donnaient vraiment des matériaux pour se former, se faire un point de vue sur la question sur laquelle ils étaient interrogés. Enfin, le plan climat, par exemple. Voilà. Et à nouveau, là, on vient d'avoir dans notre collectivité notre territoire de la métropole, puisque maintenant, il n'y a plus de communauté d'agglomération, on vient d'avoir à nouveau la mise en place d'un plan climat avec un semblant de concertation. Certes, le Covid n'a pas arrangé les choses, mais les citoyens n'ont pratiquement pas été vraiment sollicités. Merci. Y a-t-il une autre question? Je ne vois pas de main levée. Est-ce que quelqu'un a envie de témoigner sur des actions qu'il pourrait faire pour essayer de favoriser le vote? Mais avant, moi, j'avais une question. Enfin, ce n'est pas une question. Je dirais que j'ai écouté tout à l'heure le discours de Macron, si tu veux, à Strasbourg. Et puis les questions, il y en avait, pour les Français, il y en avait deux, de Jadot et Bardella, si tu veux. Et ça montre quand même la différence de niveau au niveau de nos hommes politiques, quoi. Bardella, il a posé des questions à Macron et la réponse de Macron, c'était de dire, et c'était vrai, en plus, vous ne connaissez rien à ce qui se passe dans l'Europe, quoi. Et pourtant, il est quand même député européen, quoi. Quant à Jadot, il a uniquement pris la parole pour attaquer Macron sur sa politique nationale, ce qui n'était pas du tout l'objet, je dirais, du discours de Macron, qui était « Où va l'Europe aujourd'hui ?» Ce qui montre qu'il y a quand même des niveaux différents au niveau politique, et ça, il faut le savoir, quoi. On ne va pas tout pouvoir résoudre facilement. Enfin, je veux dire, Maurice, cette semaine, nous a invités à une conférence de Vincent Fristo, qui est l'adjoint au maire de Grenoble. Et comme par hasard, 3 heures après, c'est-à-dire sur les environs de 11 heures du soir, il y avait un documentaire, un reportage sur Éric Piolle et la façon dont il arrivait justement, où il est arrivé à Grenoble, à la participation populaire. Et c'était extraordinaire, quoi. Mais je veux dire que c'est quand même donné qu'un certain type d'homme. Éric Piolle, c'est quelqu'un qui est charismatique, qui sait où il va, et je dirais, il peut entraîner n'importe qui. Mais c'est passionnant, hein, quand on l'écoute, voir comment il a mis en œuvre la participation des habitants de Grenoble à ces projets. C'est vraiment extraordinaire, mais je ne pense pas que ça puisse se généraliser partout, parce que les hommes ne sont pas tous les mêmes, hein.
Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Yvan. Donc, vous avez demandé la parole. Par contre, on n'entend pas. Il faut brancher le micro. Ça va là? Oui, ça va très bien. Merci. Bonsoir. Quoi la participation populaire? Vous m'entendez? Alors, par contre, on n'a pas compris la question. C'est quoi la participation populaire? Ah, qu'est-ce que tu as entendu par participation populaire, Yvan? C'est ça, je pense que c'est une question à Yvan. Oui, Yvan, est-ce que tu peux répondre? Mets ton micro. Mets ton micro, s'il te plaît. C'est comment le maire de Grenoble arrivait, presque malgré eux, à faire participer les habitants de Grenoble au projet qui les concernait directement, quoi. Alors, quelle est la stratégie qu'il a employée? Elle est toute bête, c'est d'aller voir les gens, de causer avec eux, de faire des petites réunions, etc. Bon, ce qu'il disait, c'est que ça prend énormément de temps, quoi. On ne peut pas faire une politique, je dirais, qui oblige à décider rapidement pour trouver des solutions à certains problèmes. Ça n'a rien à voir avec la politique qui mène à Grenoble, quoi, où il a à la limite, ce qu'il disait, il faut du temps, quoi, il faut plusieurs années pour arriver à ce que la participation populaire s'organise et que les gens y croient, quoi. Ouais. Avec une remarque de Nicole que Éric Piolle n'a pas emporté les adhérents de ELV pour être choisi comme candidat à la présidentielle. Pas du tout, mais il s'est très bien exprimé aussi là-dessus, si tu veux. D'accord. Est-ce qu'on va peut-être clore maintenant le débat si plus personne ne souhaite prendre la parole? Alors, je voudrais juste lire un message de Benoît qui a dû nous quitter et qui nous dit, qui dit bien sûr, merci pour cette présentation et ce débat. Benoît est pris dans une autre réunion à 20h30, et il nous demande de ne pas hésiter à parler de cette réunion autour de nous. Nous pouvons donner suite via nos réflexions de groupe et d'atelier. Voilà. Donc, il me reste à remercier tout particulièrement Pierre pour ce débat qui a été, je trouve, cette conférence qui a été très intéressante, la présentation très intéressante, très documentée, qui m'a appris beaucoup de choses, et puis qui permet d'ouvrir la réflexion et le débat. Peut-être qu'il faudrait que nous réfléchissions davantage, nous, membres de la Vie Nouvelle, à comment nous pouvons, autour de nous, inciter les personnes à aller voter. Alors, c'est vrai que nous avons tous des enfants plus jeunes. Je ne sais pas si vos enfants sont très portés vers les élections, mais quelquefois, moi, je sais que je suis quelquefois un peu obligée de dire, mais c'est quand même important d'aller voter et bon, de les motiver. Donc, il y a ce côté-là, mais il y a aussi tous ceux que nous rencontrons. Donc, comment avoir des actions plus concrètes autour de nous? Merci aussi à vous tous qui êtes sur l'écran. Chantal. Oui, je vois Jean-François qui a levé la main. Voilà, il y a une main qui a été levée. Voilà. Et tu avais posé une question qui visait un peu Jean-François sur les initiatives qui ont été prises oui, justement, en matière d'incitation à la participation. J'attendais depuis longtemps que Jean-François prenne la parole. Voilà. Alors, vas-y, Jean-François, mets ton micro. Bon, voilà. Au niveau de Rennes, on était un peu, je ne dis pas quand même bousculé de voir l'importance de l'abstention. Et en ayant discuté avec le groupe, nous avions décidé d'aller sur les marchés pour présenter, dire aux gens sur un tract d'ailleurs que je vous enverrai, je vote donc j'existe. C'est-à-dire qu'indirectement, quand je ne vote pas, est-ce que je suis encore un citoyen à 100%? Et puis, accessoirement, c'est dire quelqu'un qui va manifester contre quelque chose mais qui n'a pas voté, il est malvenu à protester puisqu'il n'a pas voulu participer par ses choix aux décisions qui ont été prises par les élus. Et donc, nous avons fait sur le marché des listes de Rennes, le grand marché des listes de Rennes, là juste avant Noël, enfin 15 jours avant Noël,
quand les gens avaient encore le temps de parler. Donc, on a eu pas mal de contacts où les gens ont parlé justement du vote blanc, ou voilà, qui n'est pas pris en compte, et certains disant on devrait prendre en compte le vote blanc et en contrepartie, obliger les gens à voter, de manière à ce qu'il y ait une obligation d'un côté et un résultat de l'autre. De même, ce matin, nous étions dans un autre quartier de Rennes pendant 3 heures. Les gens, donc un quartier plus populaire, les gens qui s'arrêtent sont ceux qui viennent nous dire, vous savez, j'ai toujours voté, sauf une fois. Ils ont tous une fois où ils n'ont pas voté, mais ce n'est pas grave. C'est un détail. Et ils sont contents de pouvoir venir parler avec nous, de voir qu'un groupe de personnes LVN, c'est un groupe de partage, de réflexion et d'action. C'est comme ça qu'on le dit. On n'est pas tous d'accord sur nos choix politiques, mais ça n'a aucune espèce d'importance. On est au moins d'accord pour dire que aller voter, ça a du sens et que c'est important de le faire. Et les gens nous remercient parce que ça les encourage eux-mêmes à aller voter. Et certains ont discuté avec nous. On a eu peut-être une trentaine de contacts en 3 heures. Ce n'est pas énorme, mais de très bonnes discussions, y compris un couple de complotistes. Et là, c'est étonnant, c'est assez drôle de voir la vision du monde qu'ils ont. Ils nous expliquaient qu'il y a une dizaine d'années, pendant 3 ans, ils ont cru qu'ils allaient changer le monde, et puis ils se sont heurtés à des structures, et finalement, ils disent si on a eu des structures contre nous au niveau étatique, au niveau du monde entier, on n'est que des pions, nous sommes manipulés. Et c'est difficile, bien sûr, de parler avec eux. Voilà. Et donc, c'est très intéressant de pouvoir parler comme ça et de voir les réactions. La plupart nous encouragent et on a décidé donc avec Pierre, puisque nous sommes 2 actuellement, les copains viennent nous voir, nous encourager quand même, c'est sympa. Et donc, on va continuer jusqu'au bout. Voilà. À partir je remercie bien sûr Pierre-Guillaume, à partir des données qu'il nous a communiquées, on va pouvoir compléter notre discours, aller plus loin, évoquer bien sûr les différentes manières dont il faudrait faire pour que les gens soient plus reconnus, la proportionnelle notamment, ça me paraît quelque chose d'important. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-François, de ce témoignage. Ce serait intéressant, effectivement, que tu nous envoies le tract que vous distribuez. Et ça peut peut-être inspirer d'autres personnes dans des groupes de vie nouvelle. Et bon, même si ce n'est peut-être pas la panacée, mais ça a au moins le mérite d'essayer de faire quelque chose. Pierre, je crois que tu as envie de répondre peut-être à ça, non ? Non, mais je pense que, moi, a priori, j'étais assez sceptique vis-à-vis de ce genre de démarche, en pensant que l'injonction morale pour aller voter, que ça ne marchait pas bien. Maintenant, effectivement, tel que tu en parles, apparemment, c'était plus des occasions de dialogue. Donc, bon, ok, bravo d'avoir présenté les choses de telle manière à ce que la discussion puisse s'engager, auquel cas, effectivement, c'est intéressant. Très bien. Donc, Gabi, tu veux, je vois ta main levée. Par contre, tu n'as pas ton micro. Oui. Oui. Le papier Jean-François, je vote, donc j'existe. Je pense que tu peux l'envoyer, mais normalement, je l'ai envoyé avec un second papier en décembre au siège de Vie Nouvelle. Il n'est pas arrivé jusqu'à nous. Je ne sais pas où. Je l'enverrai au bureau. Mais voilà, c'est tout. Mais tu l'as envoyé au siège de la Vie Nouvelle? Oui. Ben, je ne l'ai pas eu. Ah bon, ben écoute, voilà. Donc, bon. il faut le renvoyer à ce moment-là. Voilà, si tu peux nous le renvoyer, ce serait bien. Merci beaucoup, Gabi. Jean-François va peut-être... Bon, on va voir avec Jean-François. D'accord, merci beaucoup. Pour répondre à Pierre, c'est sûr que les gens, on va convaincre personne, enfin, je ne crois pas. Par contre, les gens sont heureux de voir qu'on pousse dans ce sens-là.
ils se sont accompagnés. Voilà, c'est tout. Ok. Bien. Donc, je crois que... Excusez-moi, c'est chez moi qu'il y a un téléphone qui sonne, mais il est trop loin pour que je réponde. Donc, je pense qu'on va conclure là. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne soirée et n'oubliez pas d'aller voter. Allez, à bientôt. Et merci à Pierre. Merci à Pierre. Voilà, ah oui, bien sûr, mais ça, j'avais commencé par le dire, non, il me Oui, semble. On le redit, nous aussi. Voilà, d'accord. Allez, à bientôt. À bientôt, merci encore.